Morning News. Le Conseil national de transition en session extraordinaire cette semaine a demandé la libération de Issa Kaoundjim, quatrième vice-président du CNT. Face à cette requête, les magistrats, quant à eux, évoquent le principe de séparation des pouvoirs en démocratie, élément à suivre. Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, à 31 ans, devient le premier auteur d'Afrique subsaharienne à remporter le prix Goncourt, considéré comme le plus prestigieux des prix littéraires français, avec son livre « La plus secrète mémoire des hommes ». Il en sera question dans ce journal. 9 groupes rebelles d'Éthiopie, dont les Tigréens, signent une alliance contre le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed. Cette alliance a été baptisée le Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. Plus de détails sur la question dans la page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Joliba TV News, dans le journal Joliba Morning News. Réuni en session extraordinaire cette semaine, le Conseil national de transition a demandé la suspension de la procédure judiciaire contre son quatrième vice-président, Issa Kaoundjim. Ce dernier avait été interpellé puis placé en détention pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Face à cette demande de libération votée par le CNT, les syndicats des magistrats SAM et Slima, dans un communiqué, ont évoqué le principe de séparation des pouvoirs en démocratie. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konaté. Issa Kaoundjim bénéficiera-t-il de son statut de membre du Conseil national de transition? Les membres du Conseil national de transition ont mis sur orbite en début de semaine une commission spéciale pour travailler sur l'affaire du quatrième vice-président de l'organe, Issa Kaoundjim, mis sous mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Formée de 15 membres, cette commission a conclu ses travaux soldés par une séance plénière de l'organe législatif de la transition, ce jeudi 4 novembre. Ainsi, les membres du CNT ont opté pour la fin de la procédure judiciaire contre Issa Kaoundjim, c'est-à-dire la libération de leurs collègues, car la procédure est jugée irrégulière selon l'organe législatif. La détention ou la poursuite des membres de l'Assemblée nationale, donc le Conseil national de transition, est suspendue si l'Assemblée nationale ou le Conseil national de transition les requiert, a argumenté Suleiman D, président de la commission loi du CNT. Abondant dans le même sens sur cette question du CNT qui a suscité plusieurs réactions, Maître Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice, tweet: lorsque le Parlement suspend la détention d'un de ses membres, le juge s'exécute, puisque l'alibi du flagrant délit tombe. La détention n'a plus de support. Aussitôt, les syndicats autonomes de la magistrature SAM et les syndicats libres de la magistrature Silima n'ont pas perdu de temps pour se prononcer sur la demande du CNT. Tête brèche contre cette requête de libération venant du CNT, les magistrats par un communiqué rappellent à tous le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, gage d'une justice forte. De surcroît, les SAM et les Silima expriment leur soutien indéfectible à leurs collègues du tribunal de la commune Kats qui ont lancé les poursuites contre Issa Kaoundjim. Somme toute, en se référant à ces différentes réactions contradictoires, une guerre de pouvoir entre le législatif et le judiciaire n'est-elle pas envisageable? En attendant, le prévenu Issa Kaoundjim séjourne toujours à la maison centrale d'arrêt à Bamako-Kura. Les agents de la banque Bessic et le SINABEF ont tenu un sit-in ce vendredi 5 novembre 2021 devant leur agence. Ce sit-in était relatif à la libération des agents intérimaires ayant observé la grève du SINABEF. Leur porte-parole est au micro de Moussa Tembini. Nous sommes ici, c'est dans le cadre, la suite, la continuité du mot d'ordre du SINABEF qui a été suspendu. Comme vous le savez, nous avons des amis, des camarades intérimaires qui ont observé ici la grève au siège de la Bessic Mali. Il s'agit bien de 4 intérimaires. Et malheureusement, hier, nous avons constaté que la direction a pris une décision de les libérer, de mettre à la disposition de leur cabinet. La décision de la direction générale n'a d'autre objectif que parce que les 4 intérimaires ont déjà observé la grève du SINABEF, qui est constitutionnelle, qui est dans les conventions internationales. Les intérimaires, comme vous le savez, le point concernant ces intérimaires faisait partie du préavis de grève. Et ce point a été obtenu.
comme d'autres points d'ailleurs. Ces points spécifiquement des intérimaires a été obtenu. Et malheureusement, hier, la direction de la BESIC Mali a pris une décision contraire à ce que toute la République peut prendre en témoin en ce moment. Ce que je voudrais dire, le message est simple. C'est d'exiger le retour des camarades intérimaires qui ont été libérés hier. Comme vous le voyez, les camarades du SINABEF sont là, représentés valablement, et tous les personnels de la BESIC, sans exception. Nous sommes au siège et ces sittings, c'est dans toutes les agences de Bamako et les agences régionales. Pour dénoncer et informer les clients des tarifs supplémentaires appliqués par certains points de vente Orange Money, les membres du groupe Gara ont animé ce vendredi 5 novembre une conférence de presse. Écoutons Youssouf Koulibaly, le gérant du groupe Gara. Il est au micro de Adama Sanogo et de Bakoroba Nyari. Nous avons constaté depuis le 1er novembre un mouvement de certains points de vente qui appliquent des frais supplémentaires sur les tarifs officiels d'Orange Mali. Ils surtaxent le client final avec des tarifs irréguliers. Par exemple, 50 francs sur dépôt et 50 francs sur le retrait. Les partenaires distributeurs qui ont signé avec Orange Mali dénoncent l'application des frais de dépôt d'argent via Orange Money. Le dépôt est totalement gratuit partout au Mali. Nous tenons à rappeler qu'il est formellement interdit par la réglementation d'appliquer des frais supplémentaires sur les frais en vigueur. Ces points de vente sont en violation avec la législation et la promesse d'Orange Mali vis-à-vis de ses clients. Si un point de vente exige des frais supplémentaires, nous invitons les clients sur toute l'étendue du territoire malien à aller vers le point de vente qui affiche l'autocollant les vrais tarifs que vous voyez ici. Et encore une deuxième chose, si un point de vente exige des frais supplémentaires, appelez le 370-70 pour dénoncer la pratique. À 31 ans, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr devient le premier auteur d'Afrique subsaharienne à remporter le prix Goncourt, considéré comme le plus prestigieux des prix littéraires français avec son livre La plus secrète mémoire des hommes. Au milieu de cette euphorie que suscite son sacre, se trouve un vibrant hommage à l'écrivain malien Yambo Wologem. Récit Youssouf Koné et Bouraïma Doubari. Sacré Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr honore la mémoire de l'iconoclaste écrivain malien Yambo Wologem, un nom que l'histoire de la littérature retiendra à jamais. En effet, en 1968, Yambo Wologem, alors âgé seulement de 28 ans, a remporté le prix Renaudot avec son premier roman intitulé Le devoir de violence. Yambo devenait ainsi le premier écrivain africain à décrocher cette distinction littéraire. Mais le devoir de violence fera à lui seul la gloire et la chute de son auteur, accusé de plagiat juste après son sac. Après de vaines tentatives de réhabiliter son honneur, Yambo Wologem retourne au Mali où il décède en octobre 2017 à Sévaré, sa ville natale. Le livre de Mohamed Mbougar Sarr se dresse comme un vibrant hommage à l'écrivain malien Yambo Wologem. L'histoire de la plus secrète mémoire des hommes s'est en effet inspirée de l'aventure tragique de l'écrivain malien. La trame du livre raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais installé à Paris et qui a été bouleversé par la découverte d'un livre paru en 1938. Il décide alors d'enquêter sur l'histoire qui se cache derrière ce roman. Une quête qui va l'amener sur les traces de son auteur, Eliman, le personnage fictif de Yambo Wologem. L'auteur malien avait été accusé à l'époque d'avoir emprunté des passages d'autres auteurs dans son ouvrage. Le professeur de lettres et critique d'art Mamadou Bani Diallo salue ce clin d'œil de l'auteur sénégalais à Yambo Wologem. L'attribution du prix Goncourt à Mohamed Mbougar Sarr revêt une double portée symbolique. C'est en effet un jeune talent africain qui dédie son livre à une des figures les plus contrastées de l'histoire littéraire francophone pour que cela serve de stimulant aux nouvelles générations, c'est-à-dire Yambo Wologem. Selon le professeur Diallo, cette dédicace du jeune récipiendaire sonne comme une renaissance pour Yambo Wologem. Parlons toujours de littérature, auteur de 3 romans, notre confrère Brahima Touré, directeur de l'AMAP, vient de publier sa première œuvre de contes. Aventures et mésaventures est un recueil de contes et de légendes
qui nous fait revisiter les principes indispensables qui contribuent à l'harmonie de la vie en communauté. Haruna Saliakone a été à la rencontre de l'auteur, suivant son reportage. Aventures et mésaventures, le nouvel ouvrage de contes de Brahima Touré. Cette œuvre de 110 pages nous enseigne des leçons de vie, des exemples instructifs. Dans ce recueil de contes, de légendes et d'épopées, l'auteur propose au lecteur des scènes d'aventure, mais aussi des mésaventures. Les aventures des personnages et les mésaventures, vous en sortez toujours avec des leçons, avec des enseignements de la vie. Parce que si vous avez une mésaventure, c'est quelque chose qui vous est gravé dans la mémoire et forcément ça vous reste. Et si vous avez une bonne aventure aussi, c'est gravé toujours dans la mémoire. Le respect envers l'aîné, la parole donnée, la fidélité, la jalousie et la méchanceté sont entre autres les défauts mais aussi des qualités à la fois séculaires et sacro-saints abordées dans cette œuvre. Des qualités qui enseignent le savoir-vivre dans nos sociétés. Pour que la vie en communauté puisse être quelque chose sans heurts, il faut que les gens aient à l'idée qu'il faut respecter son prochain, qu'il faut respecter sa parole donnée, qu'il faut être fidèle que ce soit en amour ou dans d'autres relations humaines. Quand vous donnez votre parole, les gens doivent vous faire confiance, sinon ce n'est vraiment pas la peine. Ce livre, c'est aussi une historiette destinée aux gouvernants, sur les dérives autoritaires que l'exercice du pouvoir peut susciter. Un roi qui est là, tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Il n'y a rien qui arrête son pouvoir, il fait tout ce qu'il veut. Donc, un jour, tellement qu'il est imbu de sa personne, il va décapiter le papa de sa propre femme. Et il vient montrer la tête de son gendre à la femme. Ça, c'est le summum de la cruauté. Grâce à la puissance de la patience, la vanité du roi sera vaincue et le père de la reine vengé. Une leçon de vie aux puissants du jour. On ne peut pas se permettre de faire tout parce qu'on a le pouvoir. Parce que dans la vie, vous avez hier, vous avez aujourd'hui et vous avez demain. Hier est passé, vous vivez aujourd'hui, vous devez penser à demain. Demain vous êtes puissant aujourd'hui, demain vous êtes faible. Voilà. Si vous faites tout ce que vous voulez, le jour où vous êtes faible, les gens n'hésiteront pas à vous faire vivre ce que vous leur avez fait vivre. Notre jeunesse est en perte de repères, le Mali en refondation. Cette œuvre, à travers les valeurs qu'elle prêche, pourra sans nul doute contribuer à la reconstruction de cette jeunesse. Il faut lui donner de quoi s'alimenter pour faire sa construction. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On est dans un pays qui est ouvert à toutes les influences. Toutes sortes d'images rentrent chez nous. Alors que nous-mêmes, nous avons des valeurs, des mœurs, des pratiques qui sont très intéressantes, qui peuvent apporter beaucoup et peuvent aider la jeunesse à vraiment se construire. Auteur de 3 romans, à savoir La guerre des influences, Les désillusions de Bouba et La limite des grands maîtres, Brahima Touré propose un retour à la source pour une sortie de crise du Mali. Un retour qui consistera à sortir des tréfonds de l'oubli, nos valeurs et pratiques d'antan et les appliquer. Le château des Comtes de Flandre est l'image du jour. Alors, le château des Comtes est un château situé dans la ville de Gand, en Belgique, situé en province de Flandre orientale, qui date du Moyen-Âge. Le château est un des hauts lieux touristiques de la ville. Il renferme une collection d'objets de l'époque, armes et armures, une salle de torture, une crypte, un donjon, des oubliettes, une étable et les pièces de résidence des comtes. Le comte Baudouin Ier de Flandre au IXe siècle aurait fait construire les premières fortifications à cet endroit pour se défendre de l'invasion des Vikings. Le comte Arnoul Ier de Flandre, Xe siècle, a ensuite fait renforcer la construction pour en faire réellement un château, alors en majorité composé de bois. Le château actuel fut construit en 1180 par le comte Philippe d'Alsace. Il fut inspiré des châteaux que le comte rencontra durant la Troisième croisade. Un grand donjon
en pierre de 3 étages, 33 mètres de haut, fut érigé au centre de l'emplacement de l'ancien château. Le château servit de résidence pour les comtes de Flandre jusqu'au XIVe siècle, époque à laquelle il est supplanté par le Prinsenhof, aujourd'hui détruit, plus confortable et doté de grands jardins. Maintenant, voici l'actualité hors de nos frontières. C'est la page internationale avec Oumou Makalou. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, déploiement d'un vaccin contre le paludisme nourrit des espoirs en Afrique subsaharienne, continent le plus touché par cette maladie mortelle, en particulier pour les enfants. Au Niger, pays fortement touché par le paludisme qui a tué plus de 5000 personnes en 2020, les autorités sanitaires se disent optimistes et espèrent juguler la maladie avec un déploiement rapide du vaccin. Selon l'OMS, un enfant meurt de cette maladie toutes les 2 minutes dans le monde. L'Afrique représente environ 90% des cas de paludisme dans le monde et 260 000 enfants de moins de 5 ans y meurent chaque année. Pour l'heure, les méthodes de prévention contre cette maladie transmise par la piqûre de l'anophèle femelle, moustique active surtout la nuit, reposent essentiellement sur l'utilisation de moustiquaires et de traitements préventifs, pas toujours faciles d'accès pour les populations. La lutte contre le paludisme passera également par un long travail sur les infrastructures, car la saison des pluies et les inondations récurrentes qui accompagnent de nombreux pays entraînent généralement un lien des cas. Ce vaccin a été recommandé par l'OMS et nous attendons en tout cas les orientations qui seront données au pays pour adopter, changer la politique de prévention, de prise en charge pour intégrer ce vaccin donc, dans les différentes stratégies de prévention contre le paludisme. 9 groupes rebelles d'Éthiopie, dont les Tigréens, signent une alliance contre le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed sous pression croissante ces derniers jours après une avancée des combattants pro qui menacent de marcher sur la capitale. Cette alliance a été baptisée le Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. Le gouvernement fédéral est en guerre depuis plus d'1 an dans le nord du pays contre les combattants du Front de libération du peuple du Tigré, qui ont ces derniers mois progressé au-delà de leur région, notamment dans la région de l'Amara. Ils ont confirmé mercredi avoir atteint la localité Amara de Kémissi, à 325 km au nord de la capitale, où ils ont rejoint des combattants de l'armée de libération Oromo, groupe armé de l'ethnie Oromo avec lequel ils ont conclu une alliance dès août. Les deux groupes n'ont pas exclu de marcher sur la capitale pour faire chuter Abiy Ahmed. Le gouvernement a démenti toute perte de terrain ou menace sur Addis Abeba. Cette nouvelle alliance semble manifester une volonté des combattants du Front de libération du peuple du Tigré de montrer qu'ils disposent d'un soutien au-delà du Tigré. Cette coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, largement dominée par les combattants du Front de libération du peuple du Tigré, avait ensuite dirigé le pays pendant près de 30 ans avant un mouvement de contestation qui a mené Ahmed Abiy au pouvoir en 2018. Des pluies diluviennes ont déclenché des crues en Indonésie où les sauveteurs s'efforcent de retrouver des survivants sous les débris de nombreuses maisons et de plusieurs ponts envahis par des coulées de boue. 6 personnes ont été retirées des décombres en vie, mais les sauveteurs ont retrouvé 6 cadavres à Batu et 2 autres victimes mortes à Malang. Quand je suis rentrée du travail, je ne pouvais pas me rendre dans le quartier où je vis. Mes fils étaient à la maison. C'était la pagaille. Je ne peux pas en dire plus. J'étais choquée. Nous avons déployé des soldats. Nous travaillons ensemble avec l'aide de la population locale pour rechercher les victimes sous les débris et nous avons réussi à trouver les corps des victimes. J'ai demandé aux autorités compétentes d'envoyer une excavatrice ici parce que dans cette seule zone, nous avons trouvé 3 corps. Il pourrait y avoir plus de victimes en bas, où il y a de nombreux débris. L'agence indonésienne de gestion des catastrophes a averti la semaine dernière que le phénomène météorologique La Nina, un refroidissement des eaux de surface dans le centre et est du Pacifique équatorial,
à observer cette année pouvait contrôler des catastrophes naturelles dans l'archipel. Les glissements de terrain et les inondations en Indonésie sont fréquents chaque année en Indonésie pendant la saison des pluies. Ces catastrophes sont souvent favorisées par la déforestation et le manque de prévention des risques, selon les défenseurs de l'environnement. Des heures éclatent entre les forces de l'ordre mexicaines et une caravane de migrants sur une autoroute de la ville de Pichichiampan. Selon le militant mexicain Luis Garcia Villagra, l'un des chefs de file de la caravane, les affrontements ont éclaté après que des agents ont commencé à arrêter des femmes et des enfants traînant derrière le groupe principal. Au moins un policier a été blessé et 25 personnes ont été interpellées jeudi au Mexique, 4 jours après la mort de 2 étrangers en situation irrégulière. L'incident a eu lieu dans l'état du Chiapas, a déclaré à l'AFP. Dimanche, dans le même état du Chiapas, 2 migrants avaient été tués par des agents de la garde nationale qui ont invoqué la légitime défense. La garde nationale avait initialement reconnu la mort d'un seul migrant de nationalité cubaine. Quelques 1200 migrants ont marché depuis 15 jours vers la capitale Mexico, selon des chiffres de l'Institut national des migrations. Ils ont quitté Tapachula à la frontière du Guatemala pour revendiquer la liberté, la dignité et la paix, ainsi que la régularisation de leur situation. L'Institut national des migrants accuse 2 organisateurs de cette marche d'empêcher toute tentative d'aider les migrants et de dialoguer avec eux. Le Chiapas est la porte d'entrée de dizaines de milliers de migrants centro-américains et haïtiens qui tentent de rejoindre les États-Unis, la plupart du temps en vain. Culture, signature de partenariat. Le label Jagelea Music et KZit Productions ont signé ce vendredi 5 novembre 2021 un contrat de collaboration pour 5 ans. Les 2 structures veulent travailler ensemble pour aider les artistes maliens. El Hadj Malik Giteya. C'est désormais officiel. KZit Productions et le label Jagelea Music ont décidé de travailler ensemble. Les 2 structures viennent de signer un contrat de partenariat pour les 5 prochaines années. Le partenariat il a pour but d'aider Jagelea Music à développer ses artistes. Donc, on a vu depuis 3 ans qu'ils arrivent à faire beaucoup de belles choses avec les artistes qu'ils ont trouvés. Maintenant, le partenariat avec KZit est pour l'aider à aller beaucoup plus loin, d'amener les artistes à l'international, d'organiser des concerts, de les diffuser dans des médias beaucoup plus importants et de leur permettre de toucher tous les droits que les artistes doivent toucher. Alors le travail ici, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider à récupérer nos droits, à aller très loin, à être présent sur les chaînes internationales. Donc je pense que KZit est la personne la mieux placée aujourd'hui pour nous. Malgré des bruits dans les passés entre Talbi et KZit Productions, les 2 structures sont conscientes de l'importance d'un tel partenariat et ont donc décidé de renouveler leur confiance. Talbi c'était un artiste KZit il y a quelques années, on s'est séparés. Chacun de nous a compris les manquements qu'il y avait et les incompréhensions qu'il y avait. Je ne pense pas qu'on va réitérer les mêmes erreurs. Et avant KZit au Mali, aucun de nous n'a donné des concerts dans de grandes salles en France. Aucun de nous n'est passé sur des chaînes internationales. Aucun de nous n'était enregistré à la SACEM. Aucun de nous, nos sons n'étaient même pas reconnus par des applications comme Sajam. Et aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Donc je pense que c'est plus que mérité pour KZit. Cette initiative est très bien appréciée par Fiza, jeune artiste du label Jagelea Music, qui monte en flèche. On dit c'est bien pour nous, ça va nous permettre aussi d'être connus un peu partout à l'international, un peu partout dans le monde. Et franchement, l'initiative elle est cool quoi. Fondée en 2000 et présente dans plusieurs pays, KZit est une maison de disques proche des artistes et des producteurs indépendants. Son objectif est de proposer des productions innovantes dans le but d'optimiser le développement de ses artistes et de ses partenaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans un instant pour le Joliba Afternoon News. D'ici là, prenez soin de vous et excellente suite de programmes sur Joliba TV News.